Mon nom est Isabelle Marquis. Je suis nutritionniste de formation, donc spécialisée en sciences, mais aussi spécialisée en communication et marketing alimentaire. Ça fait près de 25 ans maintenant que je travaille exclusivement dans le secteur alimentaire. Et parmi mes nombreuses passions ou sujets d'intérêt en lien avec l'alimentation, en fait, au fil des ans, mon objectif a été d'apprendre et d'essayer de maîtriser le plus possible ce que sont les aliments 360 degrés, puisque ma véritable passion est pour l'aliment lui-même, d'où il vient, qui l'a transformé, comment, pourquoi, etc. Je suis une grande curieuse et bref, au travers des multiples donc, connaissances et sujets d'intérêt que j'ai, il y en a deux en particulier qui me tiennent vraiment à cœur, à savoir la santé et le développement durable. Deux sujets, en fait, deux tendances qui, pendant longtemps, ont été vraiment traités comme deux courants d'innovation parallèles. Je m'excuse, j'ai encore de la misère à reprendre mon souffle. Je n'ai jamais couru autant. Donnez-moi 3 secondes. Voilà donc deux sujets d'innovation vraiment parallèles. Mais on comprend bien aujourd'hui qu'il s'agit de deux sujets qui sont extrêmement interreliés, finement interreliés en fait, et que l'un ne va pas sans l'autre, ou en fait un influence directement l'autre. Le sujet de ma conférence d'hier était surtout au sujet de la santé et l'avenir de l'innovation dans ce créneau-là. Ce matin, je vous parle plutôt de développement durable et donc de trois courants particulièrement forts qui commencent à transformer déjà et vont assurément continuer de transformer le contenu de nos assiettes pour les prochaines années et j'ai envie de dire sans doute jusqu'à la fin de nos jours pour ce qui nous reste. Quelques données en fait qui pour moi me marquent beaucoup et qui ont été vraiment, je dirais, le coup d'envoi dans ma tête, dans ma carrière, à analyser et à plonger dans ce sujet-là plus en profondeur. D'abord, vous le savez, 30% et plus des aliments qui sont produits sur Terre sont gaspillés. Et ce 30%-là, en fait, c'est le chiffre le plus petit que j'ai trouvé. Selon les sondages, selon les régions du monde qu'on se trouve à regarder, parfois ça monte jusqu'à 50 ou 60. Ce qu'il faut faire attention, en fait, avec cette statistique-là, c'est que c'est pas parce qu'il y a certains des produits qui sont calculés comme étant gaspillés qui ne sont pas nécessairement des parties comestibles. Mais quand on s'en tient aux parties comestibles, on sait qu'on en a un minimum de 30%. Ensuite, vous voyez au centre 3,5 milliards de gens qui vivent dans un contexte de haute vulnérabilité au changement climatique. C'est une proportion de la population énorme. Vraiment énorme. On n'est pas loin de la moitié de la population de la planète. Et donc, vous comprendrez qu'on ne parle plus que des zones en voie de développement ou plus ou moins développées. Vous et moi, en Amérique ou en Europe, dans tous les pays développés, on fait partie des régions où les gens vivent dans un contexte de très haute vulnérabilité. Et au niveau des émissions de gaz à effet de serre, chose intéressante, au niveau des médias, on met souvent beaucoup le focus sur les voitures, le transport, etc. Mais l'industrie alimentaire elle-même contribue entre 21 et 37% des émissions totales de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la chaîne de production et de transformation. Donc, on est une des industries les plus polluantes et les plus grandes productrices de gaz à effet de serre. Et évidemment, on n'arrête pas de le dire ou de l'entendre dans les médias, la population mondiale grandit de façon exponentielle et on sait parfaitement aujourd'hui, c'est déjà très bien documenté, qu'au rythme où la population augmente, nos méthodes de production et de transformation actuelles, si on les maintient telles quelles, ça ne marche pas. On n'en aura pas assez. On n'arrivera pas à produire suffisamment pour nourrir l'ensemble de la population mondiale en continuant de fonctionner comme on le fait là. Donc bref, on est pris avec une situation avec des défis qui sont substantiels, mais qui dit grand défi, dit aussi grandes opportunités. Je suis une éternelle optimiste et je suis convaincue qu'il y a toujours des solutions. Et les trois donc, avenues, en fait, avant de parler des trois avenues, il y a déjà une multitude de solutions qui existent et qui se développent et qui sont mises en place un peu partout à travers le monde. Je vous en ai fait une petite liste ici, mais honnêtement, la liste est beaucoup plus longue. Mais pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai choisi de me concentrer sur trois courants déjà très actifs, trois courants très prometteurs d'innovation et de potentiel pour l'ensemble de l'industrie au bénéfice de la planète, autant que des consommateurs.
à savoir l'agriculture régénérative, le surcyclage et l'agriculture cellulaire. Donc, je commence avec le premier thème, j'oserais dire, coup de cœur en ce qui me concerne, pratique que je découvre depuis à peine 2 ans, je dirais, et qui, plus je lis sur le sujet, plus je découvre des acteurs qui sont actifs là-dedans, plus ça me fascine et ça me passionne de voir tout ce qui se fait là-dedans. On pourrait, en fait, à ma façon, je rebaptiserais l'agriculture régénérative comme l'ultime collaboration entre les humains et la nature. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? En fait, certains d'entre vous ont peut-être été exposés à ce documentaire qui a été produit en 2019, qui s'appelle Kiss the Ground, qui a fait beaucoup jaser, en fait, remporté certains prix aussi. C'est notamment un des éléments qui a mis le thème de l'agriculture régénérative sur la map, je dirais, ou du moins de rendre ça, commencer à rendre ça concret dans la tête des consommateurs. Donc, on ne parle pas d'un concept complètement abstrait. L'idée de l'agriculture régénérative, en fait, elle ne date pas d'hier. Ça fait déjà au moins une 30aine d'années que le concept ou la terminologie d'agriculture régénérative existe. Mais il n'y a pas encore aujourd'hui de définition officielle de ce que c'est, parce que ça comprend tellement de pratiques, tellement d'approches différentes ou potentielles, que c'est difficile de s'en tenir à une définition extrêmement précise. Ce qui est clair, par contre, comme je vous le mets ici, en fait, l'agriculture régénérative va bien au-delà du biologique. Le biologique, comme vous le savez, on se concentre d'abord et avant tout sur l'élimination d'intrants chimiques ou de pratiques mécaniques qui risquent d'endommager les sols et l'écosystème. Mais on ne regarde pas l'ensemble de l'écosystème dans tous ces aspects, alors que l'agriculture régénérative le fait. Si je peux vous le résumer, en fait, le plus simplement du monde, voyez tous les éléments de la nature comme étant complètement interreliés. Nous-mêmes, comme humains, les sols, l'eau, l'air, la forêt et tout ce qui vit dans chacun de ces écosystèmes-là, tout est interrelié et chacun a un rôle à jouer. Le concept derrière l'idée ou la philosophie derrière l'agriculture régénérative est de redonner à tout le vivant sa place et son rôle pour que, ultimement, tous soient en mesure de produire à leur maximum sans jamais s'épuiser. Et non seulement sans jamais s'épuiser, mais comme vous comprendrez dans le mot régénératif, on veut aussi encourager une régénération, donc une restauration de ce qui aurait déjà été abîmé ou éventuellement de ce qu'on pourrait utiliser en plus grande quantité. Donc, c'est vraiment au bout du spectre, j'ai envie de dire, et l'approche la plus idéale, mais pas idéaliste au sens qui n'est pas atteignable. Je vous remets ici dans un petit graphique tout simple, justement les différents éléments. Encore une fois, l'idée est vraiment de permettre à la nature de déployer son plein potentiel tout en conservant l'équilibre entre tous les éléments du système. Donc, les animaux font partie de ça. Dans l'agriculture régénérative, on n'élimine pas l'élevage. Au contraire, les animaux ont un rôle à jouer dans les pâturages et en fait dans l'ensemble de l'écosystème. Et au niveau des arbres, des plantes, fini les champs où est-ce qu'on a tout rasé les arbres, c'est le contraire, on en a besoin de par leurs racines, de par ce qu'ils apportent dans le sol. Toute la biodiversité qui est à remettre en place aussi, extrêmement importante. Donc, bref, tout ça se tient dans des objectifs de favoriser la symbiose, l'équilibre et l'émergence d'une biodiversité optimale. Vous comprendrez aussi derrière ce concept-là, et c'est une des raisons aussi pour laquelle on n'a pas de définition officielle ou d'une marche à suivre très, très précise en agriculture régénérative. Chaque sol, chaque écosystème est aussi unique que chaque être humain. Donc, on ne peut pas appliquer les mêmes pratiques exactement dans un champ près de Joliette ou dans un champ en Colombie ou je ne sais pas moi, en France, en Allemagne, ou même, en fait, si on reste dans un même secteur, juste de bouger de quelques kilomètres, le sol est plus sablonneux, est plus argileux, ou, en fait, bref, il y a des variables qui sont différentes, donc on doit adapter les pratiques à l'endroit où on se trouve.
Sans vouloir me prendre pour le dictionnaire Larousse, je trouvais ça intéressant juste de vous mettre ici en perspective certains mots de vocabulaire que vous n'avez peut-être jamais entendus, mais qui existaient déjà, mais qui sont reliés au concept de l'agriculture régénérative, notamment la permaculture, l'agroforesterie, sylviculture, holistic plant grazing, pour lequel je n'ai pas trouvé de traduction exacte, et le pasture cropping ou perennial cover cropping. Bref, ce sont tous des mots que si vous en entendez parler, vous voyez ça apparaître, sachez que ça a un lien, entre autres, avec l'approche d'agriculture régénérative. Parmi les personnes qui sont très, très impliquées dans le développement, l'émergence, la mise en place de cette pratique-là, il y a l'Américain Ethan Roland Soloviev qui a publié il n'y a pas très longtemps un petit recueil qui est appelé Paradigms of Agriculture, qui remet en perspective, un peu comme je vous le mettais dans un graphique tout simple tout à l'heure, faire une comparaison en fait des différentes pratiques d'agriculture actuelles et de mettre en valeur et en perspective les forces et faiblesses de chacun, puis en quoi chacun a du bon et du moins bon aussi dans ses approches, mais aussi pour montrer à quel point il y a du potentiel énorme du côté de l'agriculture régénérative et comment accompagner ou comment nous, comme entreprise ou comme entrepreneurs, on peut faire partie de la transition vers l'adoption de pratiques comme celle-là. Mais ce que je trouvais surtout intéressant de faire ressortir, outre les magnifiques photos qu'il y a dans son recueil, c'est la citation que vous avez à droite. Donc, "It's not the practice itself that defines regeneration. It is the effect of the farm on the whole system of the life shed." Donc, ce qui est à comprendre ou à faire ressortir dans tout ça, comme je vous disais tout à l'heure, chaque écosystème est unique. Donc, l'idée n'est pas de forcer la mise en place de pratiques strictes et de cahiers de charges extrêmement précises, mais au contraire d'être à l'écoute et en mode adaptation en fonction de chacun des écosystèmes, parce que ce qu'on recherche, c'est pas encore une fois de rentrer tout ça dans un carcan, mais on recherche des résultats. On veut avoir une production qui se trouve à être optimisée. Et ce qui est particulièrement intéressant du côté de l'agriculture régénérative, c'est que ce n'est pas une approche qui est là que pour l'environnement. Et je dis ça, en fait, avec une réserve, parce que déjà, de le faire pour l'environnement, c'est extraordinaire. On a besoin de le faire. Mais sachez que dans le cas de cette pratique-là, les objectifs sont autant environnementaux que sociaux et économiques. Donc, tous les aspects sont pris en compte parce qu'on sait et on comprend qu'en fait, il faut que ce soit économiquement viable, il faut que ça puisse perdurer, vivre dans le temps, être pérenne. Donc, l'ensemble de l'approche est pensé pour permettre que ce soit vraiment bénéfique sous tous ces aspects. Et c'est ce qui est probablement une des plus grandes forces de cette approche-là. Donc, évidemment, au niveau environnemental, il y a plusieurs bénéfices qui se trouvent à être listés ici. Il y en a bien d'autres, mais il y en a un en particulier duquel je veux vous parler parce que je le trouve particulièrement fascinant. Et c'est le deuxième point qui est ici, donc de contribuer à inverser certains des effets des changements climatiques, notamment en captant davantage de CO2. Je vous explique. Le sol a cette capacité d'absorber du CO2, on le sait déjà. Certaines plantes ont encore plus de capacité que d'autres. Ce qu'on sait maintenant aujourd'hui, c'est que le CO2, quand il est capté dans le sol, il est capté à différentes profondeurs. Selon ce qu'on plante, les plantes vont avoir la capacité donc d'enraciner, si je peux dire ça comme ça, ou de retenir dans le sol plus ou moins profondément du CO2. La magie se passe quand on dépasse une certaine profondeur. Je ne me souviens plus du chiffre par cœur, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais de mémoire, c'est autour d'une vingtaine de centimètres ou entre 15 et 30 centimètres que la magie commence à s'opérer surtout. Dans le sol, on a un microbiote, comme on a dans notre système digestif aussi, qui sont tous les micro-organismes vivants qui travaillent à garder le sol vivant et en santé. Quand on donne plus de CO2 à ce fameux microbiote, il a la possibilité donc de s'activer davantage et de libérer davantage de minéraux. Des minéraux qui normalement sont gardés captifs dans le sol, mais à partir du moment où on lui donne du CO2, il se réveille, il se déploie, si je peux dire, ou s'active, comme nous quand on respire de l'oxygène, et il y a donc libération de davantage de minéraux. Qui dit plus de minéraux dans le sol, dit plus grande productivité. Dit donc plus de plantes plus grandes, plantes aussi beaucoup plus résilientes et plantes qui fournissent des aliments qui sont beaucoup plus nutritifs.
Vous en avez potentiellement entendu parler. Je vous montrerai une statistique dans quelques instants du USDA, mais on le sait pour sûr, ça fait déjà plusieurs années que c'est suivi par les autorités de santé publique. Il y a une dégradation et une perte de nutriments significative dans tous les aliments, ou presque tous les aliments qui sont cultivés dans le monde depuis une cinquantaine d'années, dû notamment à nos pratiques d'agriculture intensive. Donc, les légumes qu'on mange aujourd'hui n'ont pas la même valeur nutritive qu'elles avaient il y a 20 ans ou il y a 50 ans, notamment parce que nos sols sont rendus trop pauvres. Donc, simplement en remettant en place des bonnes pratiques d'agriculture qui favorisent la captation du CO2, non seulement on vient s'aider pour la qualité de l'air, en plus, on vient de rendre le sol beaucoup plus actif et en santé, et en plus, il nous le rend avec plus de rendement et des meilleurs aliments. On n'a non seulement rien à perdre, mais absolument tout à gagner avec ce genre de pratique-là. Fait que vous voyez que c'est vraiment 360 degrés et que tout le monde se trouve à en bénéficier. Et en fait, les Nations unies ont même fait l'évaluation que si on arrivait à restaurer les sols qui sont dégradés dans les différents écosystèmes du monde, on avait un potentiel de captation de 3 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par année, juste en faisant ça. On n'a pas touché un camion encore. Bref, ça vaut la peine. C'est un mouvement qui est déjà bien en marche à l'échelle internationale. Ici comme ailleurs dans le monde, il y a une multitude d'organisations qui sont déjà là, qui ont toutes des missions intéressantes, complémentaires, dans certains cas, d'accompagner des entreprises en agriculture, en production et en transformation alimentaire vers ce virage-là. Dans d'autres cas, c'est plus des missions de maillage, d'accompagnement, d'analyse de données, etc. Mais donc, je vous en ai mis d'un peu partout dans le monde. On a entre autres Régénération Canada ici. Et en quoi est-ce que cette pratique-là est une belle opportunité? De quoi on bénéficie, en fait, d'aller dans cette direction-là comme consommateur? Bien, notamment plus de plaisir. Plus de plaisir parce qu'un des objectifs de l'agriculture régénérative est de ramener une biodiversité, donc une plus grande variété d'aliments auxquels on a accès. Plus de saveur, on le sait, quand on donne le temps et les conditions à la nature de bien faire les choses, ça goûte toujours meilleur. Et j'ai osé ajouter aussi un élément parallèle, la beauté des paysages. Vous êtes peut-être, sans le savoir, déjà passé à côté de champs, ici ou ailleurs, ou d'espaces de culture qui sont, où ils appliquent les principes d'agriculture régénérative. C'est magnifique. On a justement des arbres, une diversité de plantes dans le champ, donc des changements de couleurs, etc. C'est super beau à voir, beaucoup plus qu'un champ de culture intensive, je vous le garantis. Alors bref, plus de plaisir, plus de santé, meilleure valeur nutritive, je vous en expliquais une avenue tout à l'heure, qualité de l'air, de l'eau, des sols évidemment et la biodiversité. Et j'oserais aller plus loin, et ça c'est une réflexion personnelle, c'est pas scientifique, mais j'y crois quand même pas mal, confiance accrue en l'avenir et en ce qu'on mange. Veux pas, c'est inquiétant ce qui se passe en ce moment et qu'on soit encore une fois dans l'industrie ou qu'on prenne juste notre chapeau individuel de consommateur, jusqu'où ira tout ça. Si on ne fait rien, c'est quand même inquiétant. Et l'inquiétude va aussi sur la qualité de ce qu'on se trouve à manger. Avec une approche comme ça, quand c'est vraiment bien fait, bien, on dirait que la tension relâche, on a davantage de plaisir et de confiance en ce qu'on se trouve à manger. Voilà une des petites statistiques que je voulais vous montrer tout à l'heure. Il y en a plein d'autres disponibles sur Internet. J'ai choisi une variété de choux comme ça, mais vous voyez, sans même regarder là, les chiffres dans le détail, là, les différences d'il y a 50 ans à aujourd'hui de vitamine C, vitamine A, calcium, potassium et magnésium dans ce légume-là. C'est quand même assez substantiel là, comme écart de valeur nutritive. Et comme je vous dis, c'est un légume parmi bien d'autres aliments qu'on pourrait regarder. Reste qu'il y a quand même certains freins en lien avec l'adoption de cette pratique-là. Outre les défis, bien sûr, de mise en place de ces pratiques-là, il y aura au niveau consommateur un certain besoin, évidemment, d'éducation pour que les gens comprennent ce qu'il y en est et puissent en apprécier toute la valeur. Travail de vulgarisation aussi à faire. Et aussi, en parallèle, malheureusement, tout ce qui se passe qu'on qualifie de greenwashing et d'opportunisme, c'est sûr que tant qu'il y aura des organisations ou des entreprises en parallèle qui auront des pratiques qui ne sont pas vraiment sérieuses, bien, ça se trouve malheureusement éclabousser sur des bonnes approches comme celle de l'agriculture régénérative et amener au niveau psychologique, perceptuel pour les consommateurs certaines résistances ou réticences. Espérons qu'il y en aura le moins possible pour que ce type de pratique puisse prendre son envol davantage.
Il y a quand même déjà plusieurs actions ou plusieurs projets qui sont déjà en place auprès de l'industrie. Je vous ai mis quelques noms ici de très, très grands joueurs, Danone, Unilever, PepsiCo et General Mills, qui ont déjà pris des engagements et des politiques en matière d'agriculture régénérative. À ma connaissance, le seul qui est vraiment très actif sur le terrain, très, très concrètement et directement en ce moment, c'est Danone. Et au point d'avoir créé leur propre scorecard, donc leur propre charte d'évaluation. Et à chaque année, ils se trouvent à rendre public leurs avancées sur chacun des critères. Donc, ils sont vraiment actifs sur le terrain. C'est très intéressant de voir ce qu'ils se font. Mais bref, moi, ça me donne l'espoir quand même quand je vois des grands joueurs comme ça qui non seulement prennent la chose au sérieux, mais ont envie de s'impliquer jusqu'au bout de la chaîne, donc jusqu'à l'approvisionnement initial en ingrédients pour que leurs fournisseurs supporter leurs fournisseurs, en fait, dans une transition plus écologique comme celle-là. Je trouve ça quand même encourageant. Et quelques exemples de produits, parce qu'il en existe déjà des produits sur le marché qui ont été créés avec des ingrédients issus de l'agriculture régénérative. Je vous en ai mis 3, dont un que je vous invite à aller voir, qui est ici au Cial, dans la section internationale, donc du côté du kiosque de la Colombie, à qui on a remis hier le prix développement durable du concours Cial Innovation. Superbe initiative de la part d'une communauté de la Colombie pour préserver ce qu'on appelle des paramos, qui sont un écosystème fragile, particulier. 50% de ces écosystèmes-là sont en Colombie et ils approvisionnent 70%, en fait, l'ensemble de la population colombienne, 70% de l'eau potable qu'ils consomment proviennent de ces régions-là. Elles étaient en voie de destruction massive depuis un certain nombre d'années et les petites communautés d'agriculteurs locales se sont mobilisées pour essayer de les sauver et de les restaurer. Et donc, ça fait déjà plusieurs années qu'ils mettent en place des pratiques en lien avec l'agriculture régénérative pour restaurer les paramos. Et ce produit-là, en fait, est devenu une raison, j'ai envie de dire, ou une motivation supplémentaire pour faire connaître au monde entier la pratique qui est derrière. Fait que ce n'est pas le produit qui a amené l'agriculture régénérative, c'est l'objectif d'agriculture régénérative qui a amené l'opportunité du produit, encore une fois, pour faire connaître ça au monde entier et aider les communautés locales à subventionner, en fait, l'ensemble du travail qui se trouve à être fait là-dessus. Donc, très bel exemple. Je termine sur l'agriculture régénérative en vous parlant rapidement de 2 certifications à venir. À venir. Il y en a une qui est déjà en place et l'autre qui est à venir. Certified Regenerative par l'organisation AGW qui est AgriGreen. Je ne me souviens plus. Bref, c'est américain. C'est en cours de définition. Ils sont déjà en fait passablement avancés et l'objectif est que la certification devienne officielle en 2022. Et Regenerative Organic Certified, qui a été créé en 2017, qui est déjà utilisé aux États-Unis. Attention, comme vous voyez dans le nom, ce n'est pas une certification que d'agriculture régénérative. J'appellerais ça une certification de biologique plus. Donc, on part du bio et il y a certains critères supplémentaires qui sont ajoutés. 3 éléments de l'agriculture régénérative sont reconnus, santé des sols, bien-être animal et pratiques éthiques, mais les autres éléments de l'agriculture régénérative ne sont pas impliqués dans cette certification-là. Donc, c'est une certification, j'ai envie de dire, partielle en lien avec le concept. Donc, attention. Voilà. Deuxième approche très, très excitante parce qu'il y a tellement de potentiel qui est le surcyclage ou upcycling, comme on entend surtout parler. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? En fait, on parle de transformer un produit ou un ingrédient de façon à lui donner pas juste une deuxième vie, mais que ce qu'on décide de faire avec ait encore plus de valeur. Autrement dit, on essaie d'éliminer complètement le concept de déchet. Ce qui est fascinant, en fait, et particulièrement intéressant de cette voie d'innovation-là, c'est que, de un, tous les maillons de la chaîne sont concernés. Et ils sont concernés non seulement parce qu'il y a du potentiel partout, mais parce que tout le monde génère des coproduits au travers de la production, même dans le champ. Un bel exemple que je découvrais avec l'entreprise Loop Mission, que vous connaissez certainement, là, du Québec, qui ont décidé, il y a 2 ans, en fait, de collaborer directement avec des producteurs, entre autres pour aller sauver des brocolis. Parce que le brocoli qu'on retrouve à l'épicerie est à peu près
entre 50 et 60% de la taille du vrai brocoli qui était dans le champ. Pourquoi? Parce qu'au moment où il le coupe, il enlève une partie du pied, il enlève beaucoup des feuilles, en fait, il enlève pratiquement toutes les feuilles, et on enlève une partie des fleurs périphériques parce qu'on veut un beau brocoli qui a l'air d'un bouquet de mariée bien rond, bien parfait. Mais donc, il y a énormément de rejets, de déchets, entre guillemets, qui sont carrément juste laissés dans le champ. Ils ne sont même pas récoltés, c'est coupé au fur et à mesure. Donc, une fois que la récolte est faite, le champ de brocoli a encore l'air d'un champ de brocoli. C'est juste que ce qui reste, ça ne tient plus sur un pied. Et ça, c'est un exemple parmi 20 000. Nommez-moi ce que vous voulez. C'est ce qui se passe dans tous les champs. Dans la transformation de la viande, c'est la même chose. Bref, tout ce qu'on se trouve à cultiver, à produire et à transformer, il y a des coproduits au travers de la chaîne. Et c'est non seulement tout à fait comestible, mais parfois encore plus nutritif que la partie qu'on se trouve à conserver. C'est complètement fou de gaspiller ça. Bref, je vous mets 3 données ici qui sont quand même assez parlantes. Donc, il y aurait 58% des aliments qui sont produits au Canada qui sont soit perdus ou gaspillés. Donc, c'est une proportion qui est substantielle. 8 à 10%, ou l'équivalent de 70 milliards de tonnes, c'est la part des émissions de gaz à effet de serre attribuables aux déchets organiques, donc aux déchets alimentaires. Ça, c'est un élément qui n'est pas à négliger. C'est bien beau faire du compost, mais qu'on sait que 100% de ce qu'on essaie de composter n'est pas véritablement composté. Et la décomposition de matière organique génère beaucoup de gaz à effet de serre. 8 à 10% de l'ensemble des émissions, c'est énorme, juste à cause d'aliments qu'on ne peut pas utiliser, alors qu'il y a tellement de potentiel. Et la Fondation Ellen MacArthur évalue à 700 milliards de dollars américains la valeur économique annuelle potentielle du surcyclage de toutes ces pertes-là. Alors, vous voyez qu'économiquement parlant, il y a à faire avec ça, pas à peu près. Et les voies, en fait, de transformation possibles sont vraiment multiples. Évidemment, ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui, surtout, c'est la création de nouveaux aliments. Je vous mets ici 2 exemples très, très, très simples. Puis honnêtement, là, il y en a 20 000 qu'on aurait pu sortir. Production d'huile de tournesol. On part de la graine entière dans sa coquille. On va l'ouvrir et garder seulement la graine. Donc, j'ai le fruit, j'ai l'enveloppe. Et à partir du fruit, je presse, j'extrais l'huile et il me reste une pâte. Juste là, l'enveloppe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En ce moment, pas grand-chose. En fait, ça s'en va en agriculture, pour les animaux. Et ce qu'on appelle le tourteau de tournesol, donc la pâte qui reste une fois qu'on a enlevé l'huile, bien ça aussi, soit ça s'en va dans les poubelles, soit ça s'en va pour nourrir le bétail. C'est extrêmement nutritif. On a un concentré de protéines végétales, de minéraux, de vitamines extraordinaire. Ça goûte bon en plus, puis on ne fait rien avec. Alors, bref, un exemple. Et l'autre exemple, encore plus simple, au niveau des mélanges congelés de fleurs de brocoli ou de chou-fleur, bien, vous aurez compris qu'il y a plein de choses qui se trouvent à être rejetées. Je pars de mon légume entier qui a des fleurs, des feuilles et des tiges. J'utilise les fleurs. Qu'est-ce qui se passe des feuilles et des tiges? Parfois de la soupe, parfois autre chose, mais on ne le sait pas vraiment. Donc, bref, beaucoup d'idées ou de potentiel qui se trouvent à être là. Plusieurs chantiers qui sont en marche pour accompagner l'industrie alimentaire dans ce virage-là. Et c'est important de le savoir. Donc, ici et ailleurs. Ici, on a l'INAF à l'Université Laval qui a entamé l'année dernière un projet d'évaluation donc du potentiel de coproduits auprès de transformateurs, une dizaine de transformateurs alimentaires, donc les aider, les accompagner à évaluer la valeur économique et aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça pour éventuellement favoriser des maillages avec d'autres entreprises. Le consortium RITA à l'Université McGill aussi a un projet qui est similaire et à l'échelle plutôt soit de l'Ontario ou nationale, on a Repurpose qui est un autre programme similaire aussi d'identification de coproduits, de potentiel de marché et de maillage éventuellement entre des entreprises. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient participé à la chose, le premier Upcycled Food Fest qui a eu lieu il y a quelques mois, je pense qu'en fin 2021, si je me souviens bien, qui était organisé donc par Provision Coalition, qui est maintenant fusionné avec Anthesis, qui avait justement comme objectif de faire connaître à l'industrie tout le potentiel du surcyclage. Bref, plein d'initiatives, évidemment, là-dessus, partout dans le monde, parce que ce n'est pas juste ici pour lequel c'est un bon potentiel. Je voulais vous souligner en particulier celui qui est en bas, organisé par l'organisation Champions 12.3. 12.3 en référence à l'objectif du FAO en lien avec la sécurité alimentaire
favoriser la sécurité alimentaire par l'élimination du gaspillage. Donc, le 10-20-30 est un programme, le 10, en fait, est pour 10 distributeurs alimentaires. Ils ont demandé aux 10 parmi les plus grands distributeurs alimentaires au monde de participer au projet. Chacun devait sélectionner 20 de leurs fournisseurs parmi leurs fournisseurs clés avec lesquels ils s'engagent à réduire d'un minimum de 50% d'ici 2030 toute perte d'ingrédients ou d'aliments dans leur transformation, donc dans toutes les étapes de la chaîne. Le projet est déjà en place, donc on a 200 entreprises à travers le monde qui se trouvent à être engagées là-dessus. Vous pouvez aller sur le site pour voir qui participe à ça et quels seront les résultats. C'est rendu public, évidemment, puis l'idée est non seulement de le documenter, mais de provoquer un effet d'entraînement à l'échelle internationale sur le sujet. Donc, vraiment très intéressant. Les avantages pour l'industrie, évidemment, sont multiples parce que vous aurez compris que le potentiel d'innovation et de collaboration est quasiment infini. On a juste à décortiquer ce que vous faites, remonter la chaîne jusqu'à vos fournisseurs d'ingrédients et leurs propres fournisseurs. Puis je suis sûre que vous venez de trouver au moins 50 options de choses qui pourraient être faites. Nouvelle source de revenus, c'est franchement pas à négliger parce que tous ces déchets-là, encore une fois, j'essaie d'éliminer le mot, mais bref, ces résidus ou coproduits de production, pour le moment, ne nous servent à rien. Et là, avec toute la pression économique qu'on a dans l'industrie pour essayer de rester rentable, ici, on a facilement à portée de main une opportunité de croissance sans avoir nécessairement de développement de nouveaux produits à faire. Et pour les consommateurs, bien évidemment, la possibilité de découvrir des nouveaux ingrédients et des nouvelles saveurs, parce que c'est des portions d'aliments qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, et une contribution sans effort, on doit le dire, à l'urgence de réduire le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire fait partie des sujets pour lesquels les consommateurs nous disent, en tout cas les consommateurs canadiens, sont les plus sensibles quand on fait une liste de tous les paramètres en lien avec l'écologie ou l'environnement. Ils sont particulièrement sensibles au gaspillage alimentaire, mais c'est très difficile de mettre en place à la maison des bonnes pratiques. Si on voit que l'industrie fait son bout, ça peut certainement aider. Et puis, au niveau des freins, bien, je le disais depuis le début, on a quand même une certaine barrière psychologique qui est à passer par-dessus sur l'idée de consommer des déchets. Et je pense qu'une des bonnes et des seules façons d'y arriver, c'est d'abord et avant tout de changer notre vocabulaire et d'arrêter d'appeler ça des déchets. Mais au contraire, c'est un autre ingrédient, tout simplement. Je vous montrais le tournesol tout à l'heure. Ça porte un très beau nom, le tourteau. C'est juste un ingrédient qu'on ne connaissait pas. Si on l'appelle par son vrai nom, au lieu de l'appeler de la pâte de résidus de post-pressage de je ne sais pas quoi, c'est pas mal plus attirant, pas mal plus... en fait, oui, c'est ça, attirant dans tous les sens du terme. Donc, petit travail de communication à faire là. Évidemment, tout ce qui est découverte et disponibilité des ingrédients, vous me direz, ben oui, mais Isabelle, je les trouve où, les fournisseurs, ou vers qui je peux me tourner? Bien, je vous mets en fait une ressource qui est là, qui s'appelle Resource Exchange Marketplace, qui a été mise en place l'année dernière. C'est tout nouveau. Et c'est ça l'objectif de cette organisation-là, de créer une genre de plateforme d'échange. Vous pouvez vous inscrire comme étant une entreprise qui a des ingrédients à offrir ou des choses que vous recherchez, que vous voulez explorer. C'est vraiment une plateforme de maillage qui se trouve à être faite entre les entreprises et il y en a de plus en plus qui sont mises en place ici et ailleurs. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont en préparation en ce moment. C'est la seule que je connais en ce moment qui est vraiment active. Mais surveillez ça, c'est sûr qu'il y en a plein qui vont émerger là, dans les prochains mois et prochaines années. Et au niveau consommateur, en passant, je trouvais ça très intéressant, cette donnée-là qui a été publiée dans Food and Nutrition Sciences l'année dernière, dans un sondage qu'ils ont fait auprès des consommateurs sur le sujet du surcyclage. Et de prime abord, seulement 10% des répondants étaient au courant ou avaient déjà entendu parler de ce concept-là, de cette approche-là. Mais une fois qu'on leur a expliqué de quoi il s'agissait, 80% se disaient non seulement intéressés par l'idée, mais intéressés à rechercher activement des aliments qui se trouvaient à adopter cette pratique-là ou cette approche-là. Donc, il y a vraiment une belle réceptivité potentielle de la part des consommateurs. Et beaucoup de produits locaux et internationaux là-dessus. Vous devez en connaître certains. Évidemment, je dois mentionner nos gagnants au concours à l'innovation de cette année, qui ont notamment gagné pour ça. Ce sont des farines de drèche et des farines de marque de café, soit en produits solo ou en mélange pour cuisiner, des crêpes, des brownies, etc. Et pour le marque de café, ce qui est entre autres très intéressant, c'est que pour en faire une farine, le café contient quand même beaucoup d'huile. Donc, ils ont dû extraire l'huile pour avoir une farine vraiment libre et qui se tienne bien. Bien, la petite huile se vend aussi à part et là, ça devient un condiment super intéressant comme l'essence de vanille ou autre que vous pouvez ajouter pour aromatiser toutes sortes de choses. Fait qu'ils se sont assurés d'avoir aucune perte sur ce qui se trouve à récupérer.
Et à l'international aussi, on a plusieurs exemples qui sont vraiment intéressants. 2 qui ont retenu particulièrement mon attention, celui de Hamas, qui est un restaurant du Danemark. Le Danemark, qui est un des pays les plus actifs en matière de surcyclage. Le chef extrêmement créatif avec son équipe. Pour eux, il n'y a rien qui est considéré comme un déchet. Ils s'arrangent pour tout récupérer. Par exemple, ils ont réussi à faire du miso à partir de pelures de citron. Ça doit être assez extraordinaire, merci. Et bien d'autres choses. Je vous invite à visiter leur site. Ils ont des idées extraordinaires. Et puis, l'entreprise Regrained aux États-Unis, qui a été fondée en 2018, si je ne me trompe pas, spécifiquement avec cet objectif-là. Ils ont commencé par la récupération de la drèche de bière pour en faire des craquelins et autre chose. Et ils ont finalement décidé de faire un virage dans leur entreprise et de s'équiper pour être capables de transformer plein d'autres résidus, de sorte qu'aujourd'hui, ils sont non seulement transformateurs de produits vendus directement aux consommateurs, mais ils offrent aussi à des entreprises de transformer pour eux plusieurs de leurs produits et qui peuvent porter la petite pastille qui est devenue un logo officiel Powered by Regrained, sur lequel cette entreprise-là se trouve à faire beaucoup de communication auprès des consommateurs pour le faire connaître de manière très positive qu'il y a un travail là, vraiment de revalorisation qui a été fait. Voilà, ce qui m'amène à mon troisième et dernier terme. Là, on sort de la nature, on s'en va complètement à l'autre bout du spectre avec l'agriculture cellulaire, où on est vraiment au croisement de la génétique et de la technologie. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est vraiment l'utilisation de biotechnologies qui vont permettre en laboratoire de recréer des aliments d'origine animale ou végétale sans l'intervention directe ni de l'animal ni de la plante, selon de quoi il s'agit. On a beaucoup entendu parler plus récemment là, de la viande de laboratoire, donc du steak ou autre coupe de viande de laboratoire, mais ça se fait aussi pour des végétaux, donc ce n'est pas juste pour du muscle, pour recréer de la viande. 3 données que je trouvais intéressantes. Si vous ne le saviez pas, Singapour, c'est le premier pays qui a autorisé la viande créée en laboratoire, qui a autorisé sa commercialisation. Donc, si vous voulez en manger, vous pouvez aller à Singapour, vous aurez la possibilité de le faire. 40, c'est le nombre d'entreprises travaillant à créer de la viande à partir de cellules. Donc, ce n'est pas une affaire de 2-3 entreprises quelque part cachées, là. Il y en a 40, du moins que j'ai pu répertorier, qui sont actives et qui ont déjà développé quelque chose. On n'est plus juste au stade de prototype. Il y en a probablement bien plus, mais officiellement et publiquement, j'en ai trouvé 40. Et 60 % la part de marché potentielle, du moins c'est ce qui a été estimé dans le cadre d'une étude publiée par Food Navigator, part de marché potentielle des substituts de viande cellulaire et végétale d'ici 2040. Donc, les gens qui travaillent là-dessus, ils voient vraiment un potentiel commercial énorme. À voir après les barrières côté consommateur et autres. J'y reviens dans un instant. Évidemment, quand on pense à agriculture cellulaire, on pense beaucoup à Silicon Valley parce que c'est un des endroits dans le monde qui est le plus actif sur le sujet, mais ce n'est pas le seul. Les États-Unis, les Pays-Bas et Israël sont 3 régions du monde qui sont particulièrement actives et où il y a beaucoup de projets qui sont en cours de développement de toutes sortes en lien avec l'agriculture cellulaire. Je vous donne un exemple concret qui est celui de Upside Foods aux États-Unis, juste pour vous montrer à quel point, encore une fois, on n'est pas juste dans une histoire de Star Trek où il y a quelqu'un qui a fumé un bon joint et qui s'imagine que ça va être intéressant, là, mais que c'est vraiment, il y a beaucoup de sous et d'efforts qui est mis derrière ça. C'est très concret. À elle seule, cette entreprise-là, 28 investisseurs qui sont derrière, 206 millions de dollars américains qui ont été offerts en subvention entre 2015 et 2020 et pas des petits subventionnaires. On parle autant de très grosses entreprises comme Cargill et Titan Foods que des individus comme Bill Gates ou même Suzy et Jack Welch. Donc, bref, des grandes fortunes qui sont derrière ça, ce qui fait qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Ces gens-là vont vouloir que ça vienne sur le marché plus tôt que tard, ça c'est certain. Il y a déjà des exemples, en fait, qui existent, qui sont aux frontières de la chose, juste avant de passer le point de bascule de ce que les autorités sanitaires permettent. Brave Robot, que certains d'entre vous connaissez peut-être, en fait, qui est une gamme de crème glacée, mais pour lequel le lait a été recréé en laboratoire. En fait, ils ont recréé la caséine par de la fermentation spécialisée en utilisant, entre autres, l'ADN, une partie du matériel génétique de la vache qui code pour la création de caséine et ils ont fermenté ça et bref, ils l'ont développé pour redévelopper la caséine en laboratoire et éventuellement développer la crème glacée. Même chose en fait pour New Culture. C'est des fromages
faite aussi à base de caséine, mais la caséine ne vient pas de vrai lait, vient de culture en laboratoire. Et bref, Every, on est dans les œufs. California & Co, c'est la protéine de petit lait. Et Turtle Tree. En fait, eux ne sont pas en marché. C'est vrai, eux ne sont pas en marché encore, sont encore en développement, mais là aussi, on est au mariage de l'ADN et de la fermentation de précision et tout ça. C'est vraiment ultra technique. On n'est pas complètement exclu, même si je ne vous avais pas parlé du Canada encore. Il y a une organisation appelée Cellular Agriculture Canada qui est en place, qui est officielle et qui a publié en décembre dernier un premier... framework, pardon pour l'anglicisme, j'ai de la misère à le traduire, en fait une première base, j'ai envie de dire, ou paramètre de réglementation de l'agriculture cellulaire au Canada. Ça n'a pas encore été officiellement entériné par le gouvernement, mais ça a été déposé. Donc, il y a du travail et de la réflexion concrète là, qui se fait là-dessus. Fait que si on est rendu là, ça vous montre que tout le travail de développement derrière est beaucoup plus avancé que ce qu'on peut penser. Fait que c'est pas dans 20 ans que ça va venir tout ça. C'est vraiment sur le point, sur le pas de la porte, comme on peut dire. En quoi est-ce que c'est une belle opportunité? Ben, en fait, évidemment, l'objectif numéro 1, ou en fait l'avantage numéro 1, c'est permettre à tout le monde de continuer de manger tout ce qu'on veut manger sans les soucis relatifs au bien-être animal ou à l'agriculture intensive. Et ça pourrait aussi permettre comme approche de découvrir ou redécouvrir des aliments d'origine animale ou végétale qui ont soit disparu ou auxquels on a très difficilement accès parce qu'on s'entend que pour partir un élevage d'une bête, d'une race particulière ou autre, c'est très coûteux, c'est très complexe de pouvoir repartir de quelques bêtes, prendre leur ADN et reproduire leur viande en laboratoire. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution du monde, mais ça pourrait être une façon, en fait, de rendre accessibles des aliments, encore une fois, qui sont méconnus ou disparus. Cela dit, il y a quand même une multitude de freins par rapport à cette pratique-là, plus que les précédentes. Évidemment, il y a des grandes barrières psychologiques. Qu'est-ce que ça goûte? Comment je le digère? Qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? Est-ce que c'est sécuritaire ou pas? Il y a énormément de questions reliées à ça. Évidemment, des considérations éthiques, la réglementation qui devra suivre, les tests qui sont à faire à la fois pour évaluer le contenu de chacun de ces aliments-là. On a beau dire que c'est une réplique en laboratoire soi-disant identique, mais tout ce qui a été fait jusqu'à présent en génétique et en clonage, etc., on a vu que c'était pas si simple que ça. C'est pas parce que c'est une copie que ça agit comme l'original nécessairement. Donc, composition, valeur nutritive, innocuité, comment le corps va métaboliser tout ça, on ne le sait pas encore. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Est-ce qu'il y a réellement des avantages environnementaux? Je vous dirais que c'est une question qui soulève beaucoup de passion sur le web. Si ça vous intéresse, vous pourrez lire bien des choses là-dessus. Parce qu'au final, en faisant ça, est-ce qu'on encourage véritablement un changement? Et si on fait ça, mais que l'agriculture et l'élevage intensif restent en parallèle, est-ce qu'on a vraiment contribué à régler un problème? Je vous laisse sur le point d'interrogation, à vous d'y répondre selon vos connaissances. Puis évidemment, il y a des coûts de développement qui sont quand même substantiels par rapport à ça, bien que ça a tellement avancé dans les 10 dernières années que certaines entreprises, dont une européenne, dont le nom m'échappe, mais qui arrivent maintenant ils sont sur la porte là, de la commercialisation, ils attendent juste l'autorisation du gouvernement, mais à ce que le prix de vente commerciale soit sensiblement le même que le prix de la viande. Donc, c'est sûr que si c'est aussi accessible et qu'en termes de transformation, ils ont réussi à rentabiliser la technologie assez rapidement avec les volumes qu'ils anticipent, bien là, on vient de faire tomber une fichue de grosse barrière pour permettre l'adoption éventuelle par les consommateurs. Donc, bref, 3 visions, 3 opportunités concrètes, tangibles, qui existent bel et bien au moment où on se parle, qui sont accessibles déjà au moment où on se parle, à savoir l'agriculture régénérative, le surcyclage, l'agriculture cellulaire. 3 états d'esprit, j'ai envie de dire aussi, qui viennent autour de chacun, vers lequel est-ce que vous aurez envie de pencher. À vous de voir. C'est sûr que j'ai envie de vous poser la question, vous, à quoi rêvez-vous comme futur dans notre assiette? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà juste par ces 3 avenues-là, 3 très belles avenues potentielles d'innovation qui sont à la fois économiquement viables, favorables à la sauvegarde de l'environnement, du moins dans une certaine mesure, et à l'adoption de nouvelles habitudes. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. À quoi rêvez-vous, vous? Moi, j'ai déjà mon parti pris.
Bref, je vous remercie infiniment de votre présence encore une fois et de votre attention. Je suis ouverte à répondre à vos questions si jamais vous en aviez.